Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du Haut Studio, l'émission du Haut 79, le tiers-lieu de Chambéry, où on adore échanger sur la jeunesse, l'innovation, l'entrepreneuriat et le numérique. Et le numérique, on va en parler aujourd'hui dans cet épisode spécial Transfo et Semaine nationale d'émissions locales, avec pour thématique commune le numérique et la planète. En compagnie de nos invités, nous allons échanger sur cette question et comment apprendre dans son quotidien à devenir éco-responsable. Et pour débuter cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir François Schell, spécialiste de la transformation numérique, qui va nous apprendre énormément de petites choses sur notre consommation du numérique au quotidien. On y va ? Bonjour François Schell. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce deuxième épisode du Haut Studio. Avec plaisir. Donc François Schell, vous êtes spécialiste sur les questions de la transformation numérique, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou auprès de grands groupes. Et vous êtes également fortement impliqué depuis plusieurs années dans la transition énergie-climat, que ce soit envers le grand public, les entreprises, et vous animez régulièrement des conférences autour de ces questions. Tout à fait. On est vraiment ravis en fait, de vous accueillir au studio parce qu'on sent que vous allez nous apprendre énormément de choses sur l'impact de la transformation numérique sur la planète. Et le numérique, en ce moment, plus que jamais, connaît une croissance exponentielle et son empreinte environnementale également. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter à l'heure où le débat sur la 5G divise. On en entend un peu parler partout. Et j'ai envie de commencer par une question très simple. Comment expliquer que le numérique pollue autant ? Alors, pour bien comprendre en quoi déjà le numérique pollue, il y a 5 grands défis. Le premier défi, c'est les ressources en termes de matériaux. C'est-à-dire que le numérique utilise beaucoup de métaux rares notamment, et ces métaux rares ont été identifiés dans le siècle à venir, en tout cas dans les 30 à 60 ans, comme étant en pénurie. Deuxième impact, c'est les émissions de CO2. Aujourd'hui, le numérique, on estime que c'est à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. La consommation d'énergie, alors c'est 10% de la consommation d'électricité mondiale, 3% de consommation d'énergie primaire. Il faut bien faire la distinction entre les deux. D'accord. Autre impact, c'est l'effet rebond, c'est-à-dire que plus une technologie en fait, va être efficace et plus on va l'utiliser. Donc c'est comment on maîtrise cet effet rebond lié au numérique. Donc c'est plein d'enjeux liés au numérique. Et pourquoi ça pollue autant ? En fait, déjà tout simplement, le numérique, c'est quelque chose, c'est simple, c'est discret. Quand on utilise une application, quand on va sur un site, tout paraît très simple, on a juste une interface devant soi. Et en fait, derrière, c'est énormément d'éléments qui tournent. C'est-à-dire qu'il faut des infrastructures. Ces infrastructures, il faut des matériaux pour les fabriquer, il faut des usines de production, il faut de l'énergie. Et l'énergie, selon les pays, est fortement carbonée. C'est des dizaines de milliers de kilomètres de câbles, de cuivre, c'est des antennes, etc. Donc c'est une infrastructure qui est énorme. Et finalement, c'est ça aussi qui fait l'impact. Et autre élément aussi, c'est sur les matériaux qui sont nécessaires à la fabrication. Pour donner un ordre d'idée, pour un ordinateur de 2 kg, on va mobiliser jusqu'à 800 kg de matière pour le fabriquer. D'accord. Cette extraction nécessite de l'énergie, nécessite des émissions, enfin forcément il y a des émissions de CO2, et puis c'est énormément de matériaux qu'on va mobiliser pour finalement un outil numérique assez petit. Ouais. Et globalement, pour l'ensemble des outils numériques, on est sur un rapport 50 à 350 fois le poids de l'outil en matière mobilisée. Donc c'est un peu tout ça, et voilà, c'est un sujet qui est complexe, et c'est du coup la solution qui est complexe aussi. Et il y a un chiffre qui est parlant, que vous dites lors de la conférence que vous avez donnée au GDG des Alpes en début d'année, que si le numérique était un pays, il serait la 3e nation derrière les États-Unis et la Chine en termes de production d'émissions de CO2. Oui, tout à fait. C'est énorme. C'est énorme, et alors... C'est à modérer aussi, mais on est dans ces ordres de grandeur-là. Mais en fait, la difficulté du numérique, c'est que ça touche tous les domaines, ça touche tous les pays, et puis c'est difficile à quantifier. Mais en fait, le numérique s'immisce de partout, et c'est vraiment important de maîtriser cette empreinte carbone. Effectivement, l'empreinte carbone, elle est considérable. C'est devant l'aviation aujourd'hui. En termes d'émissions de CO2. Et les effets rebonds dont vous parlez, par exemple, vous pouvez nous donner un effet rebond un peu parlant sur le numérique et la planète ? Je vais prendre l'exemple de l'iPhone. Ouais. Dans les dernières années, la capacité des batteries ont augmenté de 50%. D'accord. Or, la fréquence de chargement, elle, n'a pas augmenté. Alors que logiquement, on se dit des batteries plus performantes, ça veut dire qu'on va charger moins souvent notre téléphone. Mais en fait, comme les usages ont augmenté, ça a compensé ce gain d'efficacité énergétique. Et là, c'est typiquement un effet rebond qui est illustré. D'accord.
Si on revient un peu, on va revenir sur un peu du terre à terre. Moi, pour préparer cette interview, j'ai fait plusieurs recherches sur Internet pendant de longues heures. J'ai consulté des vidéos et des PDF sur mon ordinateur et sur mon smartphone, sinon ce serait pas drôle. J'ai communiqué avec mes collègues via une messagerie instantanée, plusieurs messages envoyés avec des pièces jointes, etc. Et le soir, quand je rentre chez moi, évidemment, pour me détendre sur une journée de travail, je regarde 1 ou 2 épisodes d'une série sur Netflix. Ma question, en fait, c'est rentrer vraiment dans notre quotidien, cette pratique numérique, cette habitude, en fait. Et je vais poser une question un peu directe, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard pour changer ces habitudes-là de pratique du numérique? Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un point de non-retour et de se dire ça va être compliqué de revenir en arrière maintenant? En fait, ce n'est jamais trop tard. Oui. Tout ce qu'on peut faire, il faut le faire. Après, ça passe par des questionnements, à se dire, finalement, plutôt que de passer une soirée seul devant mon film Netflix, est-ce que je peux pas, par exemple, faire un jeu de société en physique avec soit la famille, avec les amis? C'est finalement essayer de transformer ces moments où on va être très dépendant du numérique vers des moments plus physiques, où on va privilégier des interactions sociales, on va privilégier d'autres activités qui peuvent être aussi plus actives. Ça peut être aussi de dire, il y a des outils qui servent à ça pour mesurer le temps qu'on passe sur les téléphones, sur les réseaux sociaux tous les jours. Ouais. Et ça peut être de mesurer ça et de se rendre compte finalement du temps qu'on passe sur le téléphone, à naviguer sur les réseaux, à naviguer sur Internet. Et de petit à petit, c'est en se rendant compte aussi des choses qu'on va commencer à diminuer le temps et à restreindre ce temps de connexion. Donc d'avoir la fibre écolo en réduisant sa consommation numérique, on peut aussi gagner en termes d'attention, en termes de... On parle souvent aussi de détox numérique, finalement, mêler les deux, c'est bon pour nous en fait. Oui, c'est ça. Et bon pour la planète aussi. Tout à fait. Et il y a un autre enjeu aussi, c'est que le numérique, pour pouvoir diminuer ses émissions, le point clé, c'est l'usage. Donc là, on est typiquement dedans. D'accord. C'est diminuer nos usages, alors il y a plein d'autres éléments, on pourra en parler après, mais de comment on peut réduire cette empreinte. Mais les usages, c'est le point clé de réduction des émissions de gaz à effet de serre. D'accord. Et donc, quand on parle de limiter l'impact environnemental du numérique, ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle la sobriété numérique, c'est ça? Tout à fait. Avant de voir avec vous vraiment ce qu'on met derrière sobriété numérique, on va vous montrer en fait une petite vidéo, un petit micro-trottoir que nos 2 super alternantes du O79 ont effectué. Elles sont allées poser des questions à des jeunes de la mission locale Jeunes de Chambéry pour un peu les questionner sur la sobriété numérique et aussi leur consommation du numérique au quotidien. On regarde. Aujourd'hui, on est à la mission locale jeune du bassin chambérien. On vient ici pour interroger des conseillers et des jeunes sur l'écologie, sur l'environnement et sur le numérique. Allez, venez. Essayer de limiter au mieux tout ce qui est numérique. Ça me parle pas du tout. Peut-être utiliser le numérique à bon escient. J'utilise beaucoup internet, déjà au travail on est obligé d'utiliser internet. Les mails, je suis tout le temps sur ma boîte mail. Plus le téléphone, je traîne sur Facebook. Depuis le confinement, on est quasiment passé en cours en visioconférence. C'est énorme. C'est énorme. Wow. On sous-estime l'impact, je pense. Ah ouais. C'est tellement immatériel. Envoyer un mail, voilà ce qui se passe. En fait, nous, on n'a pas ça. Ouais, c'est une question à se poser du coup. Avec ce qu'ils inventent en ce moment. Plus de sensibilisation. Pour utiliser des serveurs pour chauffer des bâtiments en hiver. De lutter contre l'obsolescence programmée. Donc François, on vient de voir sur cette vidéo que déjà sobriété numérique, ça parle pas encore à tout le monde, ce mot-là, qui va être compliqué un peu à faire, à faire son petit bonhomme de chemin dans sa pratique quotidienne. Et on voit aussi que pour les plus jeunes, sans surprise, mais en même temps je dis les plus jeunes, je me mets aussi dans cette catégorie, c'est compliqué de changer ses habitudes. Tout à fait. Alors déjà, je rebondis sur un exemple qui était dans la vidéo où on disait un mail, c'est 1 heure d'allumage d'ampoule. Ouais. Autre exemple concret qui peut parler aussi aux jeunes, c'est par exemple un selfie posté sur Instagram, c'est 6 heures d'ampoule. Oui, c'est fou ça. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Il y a les panneaux publicitaires numériques qu'on voit tourner, ceux qui sont très lumineux en extérieur. Ça, c'est l'équivalent en temps réel de la consommation d'une famille de 3 à 4 personnes françaises. En termes d'énergie. Donc on voit que effectivement c'est très consommateur. Alors comment on sensibilise? Alors c'est en communiquant comme on le fait aujourd'hui. Il y a une expérience que j'ai beaucoup appréciée qui a été faite auprès d'écoliers de classe, c'était CE2, CM1, CM2. D'accord.
et où on leur posait la question, dire, savoir un peu leurs usages du numérique, connaître leurs usages, et puis leur poser la question, dire par exemple, qui aujourd'hui pourrait remplacer le temps passé sur le numérique avec un jeu, avec les parents, les frères et sœurs, etc. Et en fait, il y a plein de mains qui se lèvent à chaque fois, et en fait, c'est en posant ces questions-là qu'on se rend compte finalement, qu'on peut faire rendre compte à ces âges-là, de se dire, ok, le numérique, on peut peut-être le réduire. Après, c'est vraiment de la sensibilisation, puis c'est aussi par des clés. Tout à l'heure, on entendait parler des mails, on entendait parler du temps passé, mais il y a plein de manières de diminuer notre empreinte au niveau du numérique. Une des actions les plus fortes, alors je ne sais pas si on peut attaquer tout de suite sur ces sujets-là, mais bien sûr, oui. Une des actions les plus fortes, c'est tout simplement augmenter la durée de vie du matériel. D'accord. En gros, c'est quoi? Par exemple, un smartphone, on le change tous les combien de temps? Alors aujourd'hui, j'ai les chiffres exacts pour l'entreprise, pour les particuliers, je n'ai pas les moyennes exactes, mais en entreprise, par exemple, un smartphone, ça a une durée de vie de 2 ans et demi et un PC 3 ans et demi. D'accord. Et pour une entreprise, en fait, passer de 2 ans et demi à 3 ans et demi, on gagne 40% sur l'empreinte carbone du smartphone. Et pour un particulier, de passer d'un smartphone qui a une durée d'usage de 2 ans à 4 ans, on gagne 50% sur l'empreinte carbone liée au téléphone. Simplement parce que la majeure partie de l'empreinte carbone d'un dispositif numérique, c'est lié à la fabrication. Donc plus on va allonger l'usage, et plus on va réduire l'empreinte carbone du dispositif. D'accord. Deuxième élément, c'est si on doit changer de téléphone parce que pour une raison ou pour une autre il ne marche plus, alors le réparer dans la mesure du possible, bien sûr, mais c'est passer par des circuits où on va chercher du reconditionné, on va chercher de l'occasion. Après, on parlait tout à l'heure aussi du cloud, c'est effectivement réduire l'usage du cloud, réduire l'usage des mails. Alors les mails, c'est en envoyer peut-être moins, en tout cas quand c'est nécessaire, mais c'est en tout cas faire le moins possible d'envoyer l'envoi de pièces jointes. Parce que c'est ça qui coûte aussi beaucoup, parce que ça gonfle les mails. On oublie les photos de vacances en pièces jointes de 3 mégas chacune. Exactement. Pour ça, il vaut mieux utiliser des plateformes de transfert éphémères où rien n'est stocké, ou en tout cas stocké très temporairement pour limiter un maximum. Parce que les mails, souvent ce qui se passe, c'est que ça reste dans la boîte mail et ça reste stocké pendant des années, alors que finalement, ce mail-là, on n'a plus l'utilité. Et puis, sur les plateformes cloud, c'est pareil, c'est utiliser le cloud vraiment quand c'est nécessaire. Toutes les photos de vacances, même les photos non triées, ça c'est encore le pire, ou les vidéos, etc. Ça prend une place énorme sur le cloud et finalement, il n'y a pas forcément d'utilité pour ça. Et il vaut mieux privilégier un stockage ou une sauvegarde physique, c'est-à-dire avoir par exemple un disque dur à la maison où on va sauvegarder nos photos, qu'un cloud en termes d'empreinte carbone. Et puis c'est aussi, j'imagine, éteindre ces appareils le plus souvent possible. Désactiver le Wi-Fi par exemple aussi quand on n'est pas présent au domicile. Ça peut, et puis idem pour les téléphones, enlever le Bluetooth, enlever la 4G, utiliser le Wi-Fi quand on peut, c'est réduire cette connectivité, c'est l'éteindre la nuit quand on n'en a pas besoin. Effectivement. Et quand on est un grand geek comme moi, fan des nouvelles technologies, du coup, c'est réduire un peu aussi la cadence, c'est ça? Tout à fait, réduire la cadence. Et alors, aujourd'hui, il y a le problème d'obsolescence programmée, notamment du fait que, par exemple, les constructeurs, pendant 2 ou 3 ans maximum, vont garantir le fait que le logiciel sur le téléphone va être à jour. Donc cette tendance, cette durée a une tendance à s'allonger, donc ça c'est une bonne chose, mais il y a encore trop cette incitation finalement à changer régulièrement et fréquemment de dispositif. D'accord. Bon, très bien. Et pour terminer, en fait, on a posé la question ici au 79 à Jérôme Chambard, fondateur de la société Skiply, basée dans les Bauges, mais qui travaille dans le monde entier, c'est la fierté savoyarde, et qui va nous parler en fait de la 5G et aussi des réseaux alternatifs. On l'écoute aussi. Alors, ces débats technologiques, ils existent depuis longtemps en fait. Chaque fois qu'il y a une évolution technologique, il y a des peurs qui émergent. La dernière très connue en date, c'était les peurs autour de Linky. Je rappelle Linky, le compteur connecté. Donc les gens utilisaient la même technologie pour leur Freebox, pour faire passer des vidéos, mais par contre, ça leur posait un problème quand c'était avec un compteur. Donc il y a beaucoup de peurs et d'explications à faire autour de ça. Donc ça, c'est assez légitime qu'il y ait des peurs. Après, ce qu'il faut, c'est bien comprendre les enjeux. Donc la 5G pour l'instant, déjà, elle n'est pas déployée, elle est en cours de déploiement. Elle va répondre à des usages bien précis, où il y a besoin de très peu de latence, où il y a besoin de beaucoup d'informations. Mais il faut comprendre que ce n'est pas inéluctable. Je veux dire, le grossissement des réseaux et l'accélération des choses n'est pas forcément inéluctable. Parce qu'en parallèle de la 5G, il existe aussi d'autres réseaux qui, eux, font le pari inverse et font le pari quelque part d'utiliser des réseaux qui font transiter un tout petit nombre de données quand ça suffit. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la 0G, mais c'est un concept qui commence à vraiment progresser avec des startups comme Sigfox, avec des réseaux qu'on appelle LoRaWAN,
comme Orange, comme Bouygues Télécom qui en déploie en France, Chambéry en déploie aussi des réseaux privés. Et donc la 5G, ça va être pour certains usages, et en parallèle, on va aussi avoir des technologies qui vont être adaptées à des tout petits volumes de données. Par exemple, un capteur industriel qui envoie une température toutes les heures, comme ça, intuitivement, c'est peut-être pas très utile d'utiliser un réseau 5G pour faire communiquer les données qu'il va produire en fait. Donc tout ça, ça va être en fait l'enjeu de demain, c'est vraiment de choisir le bon réseau pour les bons débits et les bons usages. Et c'est cet équilibre qui va être intéressant et qui fera que globalement, on pourra faire des choses performantes sans toujours être dans cette course à la performance au toujours plus finalement. Déjà, les réseaux 0G, ce qui est très intéressant, c'est c'est des réseaux dits basse consommation, longue portée. Alors on va oublier le longue portée pour aujourd'hui, on va se concentrer sur la basse consommation. C'est déjà aujourd'hui, avec les technologies actuelles, des capteurs connectés qui, avec 2 piles du commerce classique, LR6, peuvent envoyer des données pendant plusieurs années. Donc là, on voit bien une grosse diminution en fait, de la consommation. Donc ces réseaux-là, ils ont un impact très fort, c'est qu'on pourra multiplier les capteurs sans pour autant surconsommer par rapport à tout ça. On peut l'être, et d'autant plus que dans les prochaines années, on verra arriver des capteurs. Là, j'ai parlé de 2 piles. Demain, il y aura des capteurs qui n'auront plus du tout de source d'énergie, qui seront complètement autonomes en énergie. Il y a des travaux de recherche qui travaillent sur les récupérations de l'énergie dans l'environnement. Il peut récupérer, ça peut être du solaire, c'est un bon exemple, le panneau solaire, mais il n'y a pas que du soleil qu'on peut récupérer. Moi, par exemple, j'ai une entreprise qui fait des boutons connectés, on pourra récupérer l'énergie de la pression du bouton, et comme ces réseaux demandent extrêmement peu d'énergie, peut-être qu'on pourra se servir de cette énergie qu'on récupère avec le solaire, combiné avec d'autres, pour qu'à la fin, il n'y ait plus du tout de pile. Donc on peut rentrer dans quelque chose de très vertueux, et moi je suis très optimiste. Donc on l'a vu François, avec Jérôme, on a de quoi être optimiste, des solutions alternatives existent aussi et commencent à se mettre en place. Tout à fait, et c'est ce qu'on appelle finalement l'approche low-tech. C'est comment on va utiliser un minimum d'énergie, un minimum de technologie pour pouvoir débloquer des usages. Maintenant, je vais revenir rapidement sur la 5G. Effectivement, Jérôme le dit très bien, il faut qu'on arrête à la course à la performance. Et c'est un peu tout ce qu'il y a avec l'enjeu de la 5G. Et pour donner quelques chiffres, en fait, il y a beaucoup de débats en termes sur la 5G, sur son empreinte environnementale, etc. Moi, je vais me focaliser spécifiquement sur la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. D'après Huawei, une antenne 5G va émettre 3,5 fois plus, va consommer 3,5 fois plus d'énergie qu'une antenne 4G à performance maximale. Par contre, la 5G a un débit qui est 10 fois plus important que la 4G. Ça veut dire qu'à volume de débit constant, la 5G est plus performante que la 4G en termes énergétiques. Mais il y a l'effet rebond. C'est-à-dire que d'un côté, on a un gain d'efficacité énergétique, mais de l'autre, on va avoir une augmentation des usages qui va potentiellement compenser partiellement, voire surcompenser les gains énergétiques de la technologie en elle-même. Il y a un autre aspect aussi, c'est l'obsolescence programmée, c'est-à-dire du coup il va falloir des nouveaux smartphones, il va falloir des nouveaux supports qui vont permettre d'accueillir ou d'exploiter ce réseau 5G. Et par rapport à ça, je suis tout à fait en phase avec la proposition de la Convention climat qui est de dire on va faire un moratoire avant de mettre en place la 5G. Et finalement, un moratoire, c'est quoi? C'est juste se poser la question, est-ce qu'on en a vraiment l'utilité? Quels sont les usages qui vont être débloqués, VS, quels vont être les impacts environnementaux? Et se poser réellement la question de dire, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller là-dedans, dans ces technologies-là? Et parfois, le progrès, l'avancée de la société, c'est aussi de dire non à certaines approches technologiques. D'accord, très bien. On a appris beaucoup de choses. On va tous réduire un peu aussi notre consommation pour aussi contribuer à la bonne santé de notre planète. Je prends note ce soir, une partie de puissance 4 avec ma fille plutôt que Netflix. Ça sera plus efficace. Et puis, merci beaucoup pour cette intervention, François. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Ma prochaine invitée, c'est Carole Muller. Elle vient de fonder sa plateforme Les Bourgeons, qui a pour but de rendre visibles et accessibles différents événements ou ateliers éco-responsables dans notre territoire. On va voir avec elle différentes petites astuces du quotidien pour devenir éco-responsable. Donc n'oubliez pas, prenez des notes. Bonjour Carole. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation du Haut Studio. Alors vous Carole, vous êtes éditrice, rédactrice depuis plus de 7 ans et vous avez fondé Les Bourgeons cette année, en 2020, pour rendre visibles et accessibles tous les ateliers et événements
durable et éco-responsable, et aussi valoriser les actrices et acteurs engagés qui font bouger les lignes à leur échelle. C'est exactement ça. Vaste programme. Oui. Avec un souhait, c'est d'encourager de manière positive chacune et chacun à transformer son quotidien, quel que soit son budget, sa situation géographique ou son âge. Avant de revenir sur les bourgeons, on va revenir plutôt sur déjà sur vous, sur cette année 2020 qui a été riche en événements, parce que vous avez participé à différents programmes de partenaires qu'on connaît bien ici au 79. Le programme Prépa French Tech Tremplin, le programme Femme Entrepreneuse, IDCube en Savoie. Bref, vous avez coché toutes les cases en 2020. J'ai essayé de remplir mon agenda. Donc. Qu'est-ce que vous retenez de ces différents accompagnements durant cette année ? Ça a été très riche d'être accompagnée par différents acteurs et ça m'a vraiment permis d'avancer sur le projet, de le construire, de l'affiner parce qu'à la base c'était une petite idée qui a pris de l'ampleur et heureusement qu'ils étaient là parce que ça permet à la fois d'avoir de l'aide, des conseils sur plein d'aspects aussi bien techniques, financiers, juridiques que de rencontrer aussi d'autres porteurs de projets, de partager les problématiques avec eux, de les rencontrer, d'échanger et en fait tout ça fait beaucoup avancer. Donc c'était très riche, très dense, mais passionnant et heureusement qu'ils étaient là. Du coup, ça vous a aidé sur la création de la plateforme des bourgeons. Ça m'a donné aussi l'impulsion pour la lancer. D'accord, très bien. Et donc on revient maintenant sur la création des bourgeons. Pour l'instant, c'est toujours en phase de création, c'est ça ? Le site n'est pas encore en ligne. C'est ça, dans sa première version, mais très... une version un peu bêta, d'accord. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous est venue l'idée de cette création des bourgeons ? Alors en fait, j'étais partie, tout a commencé il y a 2 ans. En fait, je cherchais un atelier permaculture près de chez moi. Et j'étais en région parisienne à l'époque et j'ai cherché très longtemps avant de le trouver. Mais par contre, dans ma recherche, j'ai trouvé plein d'autres ateliers sur plein de thématiques diverses. Et donc j'ai réalisé qu'il y avait une multitude de personnes qui essayaient de changer les choses en proposant des événements. Sauf qu'en fait, elles manquaient de visibilité parce qu'il n'y a aucune plateforme qui référençait tout ce qui existait et qui centralisait tout au même endroit. Et donc c'est là, je pense, qu'est née l'idée d'une plateforme qui centralisait tout et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur le projet des bourgeons. Donc en fait c'est un déclic, vous cherchez l'équivalent de ce que vous êtes en train de créer pour voir si c'était... Exactement. Et du coup vous vous êtes dit finalement il n'y a rien, c'est ça. On y va quoi. Exactement, je cherchais permaculture près de chez moi sur des créneaux où j'étais disponible et j'ai eu beaucoup de difficultés donc je me suis dit mais ça simplifierait tellement la vie et d'avoir ça à disposition et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler là-dessus. Et du coup qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver sur cette plateforme ? Alors des ateliers, des formations, des stages, des conférences en lien avec la transition écologique qui sont des événements en fait qui nous sensibilisent sur ces questions, qui éveillent les consciences et qui nous permettent d'apprendre à faire autrement au quotidien, à transformer très simplement des petites choses, à découvrir de nouveaux savoir-faire et à changer nos habitudes de consommation en fait. Donc à la fois un site d'agenda et un site ressources aussi pour son quotidien. C'est ça, exactement. Il y aura des clés et puis il y aura aussi des portraits d'acteurs engagés pour partager aussi des initiatives et des projets durables. Ça ce sera vraiment à part, mais l'axe central ce sera vraiment de trouver et de réserver un atelier ou un événement qui a lieu près de chez soi. D'accord. Et d'ailleurs on trouve en ce moment, le blog est accessible, c'est ça, sur le site. Moi je suis allé faire un petit tour sur le blog. J'ai vraiment bien aimé, on sent vraiment votre côté rédactrice là, qui rentre en ligne de compte avec les différents portraits à l'intérieur. Est-ce que c'est important pour vous de bien montrer qui sont ces gens qui agissent au quotidien pour faire changer les lignes ? Oui, je trouve ça hyper important de le faire. Et je sais que c'est beaucoup plus difficile de parler de soi-même, donc eux ont peut-être plus de mal aussi à se mettre en avant. Et moi, j'avais vraiment envie de les mettre en lumière et de les valoriser, de valoriser ce qu'ils font, d'exprimer au mieux leur valeur aussi, de partager ça au plus grand nombre et de mettre en lumière toutes leurs initiatives et tous leurs projets qui sont juste incroyables et qui font bouger les lignes à leur échelle. Il y a notamment le portrait d'une jeune créatrice qui a lancé sa marque de vêtements éco-responsables, c'est ça ? C'est ça. Et c'est chouette parce que vraiment, on a tout son parcours, d'où elle est partie, etc. Donc, ça permet de retracer son histoire et puis de s'identifier aussi parce qu'en fait, c'est des parcours de vie mais qu'on retrouve chez plein de personnes finalement. Et souvent, on se rend compte qu'il y a juste eu un petit déclic qui nous a donné envie de passer à l'action. Et l'idée, c'est de donner aussi envie à d'autres personnes de passer à l'action parce que je pense qu'on est plein à avoir plein de petites idées et pour changer les choses. Donc, Et puis, il y a des actions sur le terrain aussi. J'ai lu aussi les coulisses de l'atelier couture animé dans un EHPAD. Ça aussi, c'est encore l'humain qui est mis en avant. J'ai bien aimé parce qu'au début de l'article, il y a ce côté un peu où donc les résidentes et résidents de l'EHPAD sont un peu réfractaires, un peu timides d'aller vers les machines à coudre. Et puis petit à petit, ce que vous détaillez dans l'article,
c'est que ça revient naturellement et tout, Exactement. que ça échange. Ils retrouvent des sensations et c'est à la fois l'humain et les liens transgénérationnels, en fait, intergénérationnels, que j'ai vraiment envie de valoriser aussi. Et l'atelier couture, c'était vraiment ça, c'était de les voir tout timides au début, ils osaient vraiment pas y aller, ils se disaient qu'ils n'étaient pas capables et en fait, ils ont repris les machines en main. Certains ont carrément appris à coudre parce qu'ils ne l'avaient jamais fait. Et c'était aussi de se rendre compte que c'était toujours possible à 86 ans d'apprendre d'autres manières de faire et d'y prendre du plaisir, en fait. C'était hyper joyeux. Et très heureux comme moment. Et ça, les portraits, les reportages vont continuer une fois que la plateforme... Oui. Il y aura, ça avancera en parallèle avec le blog. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et effectivement, je pense que c'est mon côté rédactrice qui fait que... Oui, tout à fait. Ouais, donc j'ai pas envie de le lâcher. Et du coup, quels sont, pour vous, là, si on a envie d'agir, qu'on a envie de commencer d'agir dans son quotidien, on commence par quoi? Est-ce qu'il faut que je commence à apprendre à la machine à coudre, moi aussi, pour... apporter ma pierre à l'édifice. Oui. Alors pas forcément la machine à coudre, mais un petit truc qui te fait plaisir particulièrement, et c'est plus généralement c'est de se faire plaisir et d'apprendre des choses qui nous tentent, d'y aller vraiment pas à pas, de commencer avec un atelier couture, mais ça pourrait être un atelier de réparation, ça pourrait être juste aussi de se poser la question au moment d'un achat, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire cet achat? C'est juste reposer la question de nos modes de consommation, de notre tendance à beaucoup consommer parce qu'on y est incité aussi, et de se poser les bonnes questions pour revenir à quelque chose d'un peu plus simple peut-être. Et pourtant, cette prise de conscience existe quand même de plus en plus. Oui. Maintenant, dans les communications des collectivités, etc., oui. On incite beaucoup plus au recyclage et tout. Complètement. Mais il faut quand même continuer avec d'autres gestes, faire sa lessive, fabriquer soi-même sa lessive. Oui, ce genre c'est des petits gestes et en fait, on se rend compte aussi En fait, je pense que le plus dur, c'est de se lancer. Une fois qu'on a commencé un petit pas et qu'on est dedans, on ne s'arrête plus. C'est un peu comme faire du vélo. Je pense que quand on apprend à faire du vélo, le plus dur, c'est de se lancer et en fait, après, ça roule. C'est une routine à Exactement, c'est une routine, c'est ça. Et l'intégrer dans sa propre routine et faire sa lessive, faire son déodorant. Et ça aussi, on le trouvera sur les bourgeons, par exemple, des tutos. Exactement, des tutos, des petites astuces, des conseils pour certaines occasions aussi. Par exemple, quand on s'approche des fêtes de fin d'année, on est de plus en plus aussi à chercher des manières de faire des cadeaux, mais qui ne génèrent pas de déchets. Oui. Donc des alternatives, des expériences, et c'est aussi de proposer des solutions très simples à mettre en place, y compris quand on ne sait pas coudre, parce que du coup, moi, au début, je ne savais pas coudre non plus. Et c'est de transformer des objets très facilement, de bricoler beaucoup finalement, faire des choses par soi-même. Et c'est revenir à des valeurs très simples et le plaisir de faire plaisir aussi. Et en fait, c'est ce qui marche. Et puis fabriquer son tricot pour mamie à Noël, c'est quand même... C'est ça, elle sera très contente. Eh ben, très bien, on sera attentif. Les bourgeons, ça arrive du coup quand? Le site sera mis hors bêta? Fin d'année, a priori. Ouais, d'ici Noël. Très bien. Une bonne deadline. Et on relaiera le site sur l'eau 79, c'est gentil, évidemment. merci. Ok, merci, super, Carole. merci beaucoup, merci à toi. Merci, à bientôt. À bientôt. Évidemment que le numérique, ça ne fait pas tout. Notre prochain invité, Benoît Sénélard, va nous parler des soft skills, ces compétences comportementales qu'il ne faut pas négliger, surtout quand on est jeune et qu'on débute sa vie professionnelle. On l'écoute tout de suite. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation du Haut Studio. Alors vous, Benoît, vous êtes ingénieur, entrepreneur et cofondateur d'une société innovante dans l'aéronautique, Lisa Airplane. Et aujourd'hui, vous mettez ces expériences au profit des startups du territoire, notamment auprès de l'incubateur Savoie Technolac. Et on va parler avec vous des soft skills et des compétences un peu comme ça comportementales qu'il est important d'avoir en compte aujourd'hui, notamment quand on débute sa vie professionnelle. Mais tout d'abord, est-ce que vous, pour revenir un peu sur le numérique, est-ce que selon vous aujourd'hui, le numérique prend trop de place et change notre façon de travailler? Pour être direct, je veux peut-être répondre oui. Non, là, le numérique prend beaucoup de place. C'est un formidable outil et il faut vraiment utiliser les outils du numérique pour accélérer. On le voit tous les jours et je le constate au sein des startups que j'accompagne. Il y a de plus en plus de projets et énormément de projets qui sont dans le numérique. Ouais. Et j'ai pu le constater dans ma vie d'entrepreneur, ma vie d'ingénieur, c'est qu'aujourd'hui les outils du numérique dans l'ingénierie sont aussi omniprésents. Si je dis qu'ils prennent trop de place, c'est qu'ils ont tendance, ou je ne sais pas par quelle dérive ou par une impression de facilité, ils ont tendance à prendre toute la place et à devenir prépondérants par rapport à la finalité de cet outil, qui sont de servir un objet, de donner un résultat, d'aboutir à un but, une fonction qu'on est venu chercher dans cet outil. En gros, si je prends l'exemple d'un jeune qui débute sa vie professionnelle, il a un projet,
Est-ce que, selon vous, il va tout de suite penser numérique immédiatement et il va en oublier certaines choses primordiales quand on débute sa vie professionnelle? Est-ce que ça va être le réflexe numérique tout de suite et est-ce que c'est une bonne chose? Il pense surtout outils. Ouais. Les startups arrivent, voilà, je veux faire une app, je veux faire une plateforme, je veux faire un site web pour mettre en relation, pour vendre des objets et dans une niche de marché parce que les autres apps le font mal. Mais il y a beaucoup de projets qui arrivent en disant je veux faire une app et après mettre un contenu, mettre qui sont ses clients, quels sont vraiment le sens de la valeur ajoutée de ce qu'ils veulent faire. Donc ça c'est pour effectivement l'entrepreneuriat. On commence par l'objet et puis après on va au sens en contenu. Et sur des jeunes, des étudiants ou les jeunes qui arrivent dans la vie professionnelle, en général dans les écoles, ils sont formés avec un outil. Les écoles les forment aux outils numériques, des outils de conception assistés par ordinateur, des outils de simulation. D'accord. Et ils arrivent dans les entreprises en disant j'ai une compétence, je peux faire ça, et ils ne réfléchissent la finalité, ou en tout cas leur valeur ajoutée, qu'à travers l'outil. Et finalement, ils veulent faire que de la conception. Parce que c'est ludique, c'est valorisant, on arrive assez vite à faire des choses. Et ils en oublient des fois la finalité, l'objet qu'ils sont en train de créer. Et ils oublient principalement le fait que derrière cet outil numérique, il y a de la réalisation, il y a de la transformation, il y a de la fabrication, il y a des essais qui doivent permettre à ce que cet objet prenne vie. Et pour eux, derrière, c'est une évidence. Si l'outil amène la bonne réponse, derrière, l'objet va être fabriqué, il répondra forcément à sa demande. Et c'est là où il y a un peu de perte et où du coup l'outil prend peut-être un peu trop d'importance dans la vision des entrepreneurs ou des jeunes ingénieurs. Est-ce que c'est pas un défaut? On dit souvent la jeune génération, elle est très à l'aise dans le numérique, elle a grandi avec le numérique. Souvent, même des fois, c'est pas vraiment vrai comme ça. Est-ce que du coup les jeunes ne se disent pas le numérique c'est mon domaine, c'est ma partie, quand je débute quelque chose, il faut que je mette le paquet là-dedans? Est-ce que c'est pas un défaut du coup? C'est une facilité je pense, parce que justement il y a une facilité parce qu'on maîtrise l'outil, parce qu'on le côtoie et on voit comment il peut être utilisé. Il le voit très rapidement et il capte des choses que... Je ne vais pas dire que je suis de l'ancienne génération, j'espère pas. Non, mais il capte des choses beaucoup plus vite. Mais ce qui peut être un défaut, c'est peut-être juste un manque de maturité dans leur projet, dans leur connaissance de l'entreprise. Et là, on fait appel à ce qu'on appelle les soft skills, alors, les compétences comportementales, qui sont liées à un savoir-faire, enfin qui ne sont pas liées à un savoir-faire technique, mais qu'il est important que les jeunes aient conscience dans la création d'un projet. Est-ce que vous pouvez nous parler des soft skills? Elles sont quoi? D'ailleurs, d'après une étude LinkedIn, les 5 soft skills selon les recruteurs en 2018, c'est la flexibilité, c'est la capacité d'adaptation à la culture d'entreprise, la collaboration, et le potentiel de croissance et de priorisation. Un vaste programme quand même. Oui, alors si LinkedIn a dit ça, je pense que c'est pour être bien recruté. C'est vrai que c'est effectivement c'est les soft skills que les recruteurs attendent, que les entreprises attendent, parce qu'on est dans un monde où il y a besoin de s'adapter, il y a besoin d'agilité, de flexibilité. À cela, j'ajouterais sûrement la curiosité, l'envie d'apprendre, et d'apprendre partage d'expérience, d'apprendre des autres collaborateurs de l'entreprise, de la curiosité sur ce que va permettre justement ces outils. L'esprit critique aussi? L'esprit critique, effectivement, de pouvoir remettre en question un outil, de pouvoir remettre en question un résultat, donc d'avoir, et ça on le constate effectivement sur... c'est une grosse demande sur les news, les fake news. Donc on demande, il commence à y avoir des programmes d'éducation avec de l'esprit critique sur l'information qui est apportée. Et je pense que sur tout ce que peuvent apporter les outils, l'esprit critique sur ce que rend les résultats donnés par les logiciels de conception, ou ce que va pouvoir permettre une application, ou en tout cas quand un entrepreneur veut créer un site internet, il a une attente qui est grande, et il voit le site internet ou la plateforme comme un outil magique qui va lui permettre d'accéder tout de suite à un marché. Et là, il y a un vrai besoin d'esprit critique sur la proposition de prestations, sur effectivement la proposition de valeur qui va être apportée par cet outil. Et cet esprit critique, il vient en rencontrant des personnes, en partageant ses expériences. Et c'est là où, encore une fois, le numérique permet des rencontres, permet des échanges, mais ça n'empêche pas qu'il faut expérimenter, il faut aussi rencontrer physiquement des personnes pour partager ces expériences. Et puis il y a aussi
l'endurance, la résilience, on dit de temps en temps, l'endurance, donc la volonté de passer au-delà des obstacles, de ne pas s'arrêter au premier résultat. On est dans une société où tout s'accélère, les résultats sont vite obtenus et on zappe vite. J'entends parler de génération slash ou de gens qui zappent. C'est vrai que si ça ne marche pas, pouf, on passe à autre chose. Par contre, il faut prendre ces résultats, il faut prendre ces échecs comme quelque chose qui doit permettre de progresser, d'enrichir sa proposition, d'enrichir son idée. Très souvent, l'idée initiale ou la perception d'un créateur d'entreprise quand il veut apporter une solution, une valeur ajoutée, elle est souvent juste. Et à l'incubateur de Sava Technonac, on travaille surtout là-dessus, sur la posture de l'entrepreneur et sur la vision d'entreprise. On n'apporte pas du tout d'outils techniques, on est très peu justement, volontairement on sort, on n'aborde pas les outils, ou en tout cas pas dans nos sessions de coaching, les outils business plan ou tous les outils numériques. On travaille d'abord sur la posture pour leur apprendre à avoir un esprit critique sur leur propre jugement, avoir un esprit d'ouverture par rapport à la perception de ce qu'ils proposent, la perception de l'extérieur, et à enrichir leur proposition initiale, qui est souvent bonne, enrichir ça de l'expérience des autres intervenants, des collègues. Très bien. Merci Benoît. On ne manquera pas de faire passer le message aux différents jeunes étudiants qui côtoient le O79. Merci. Merci à vous. Au revoir. M'ont rejoint en plateau pour terminer cette émission Anne Turpmeuter. Tu es coordinatrice chez French Tech in the Alpes et David Fauconnet, directeur de la mission locale Jeunes du Bassin Chambérien. On va revenir avec vous sur les 2 grandes semaines qui ont motivé la réalisation de cette émission. Tout d'abord avec toi, Anne, le festival Transfo est reparti pour sa 3e édition, une édition qui a été reportée évidemment pour cause de Covid cette semaine. Pourquoi le festival, comment le festival est en train de devenir un incontournable dans le paysage alpin? En fait, pourquoi et comment? Parce que le festival Transfo, c'est un festival qui interroge le numérique. Il a été créé il y a 3 ans en partant de ce constat-là. Le numérique impacte aujourd'hui tous les aspects de notre quotidien. Et il nous a apparu assez essentiel de réunir tous les acteurs du numérique pendant une semaine pour interroger tous ces nouveaux enjeux. Et progressivement, on a vu dès la première édition un fort succès qui était initialement que sur Grenoble. Et pour les 2 éditions suivantes, on a décidé, fort de la prise en main par tous les acteurs du numérique de ce festival, d'élargir et de déployer ça sur tout le sillon alpin. Donc je pense que c'était une évidence d'offrir une semaine qui évoque tout le numérique dans toutes ses facettes. Et c'est parce qu'il a à ce point teinté notre quotidien qu'il a aujourd'hui ce succès-là. Et on a vu avec nos invités que la thématique de cette année était parlante dans l'air du temps. Et on a appris énormément de choses aussi pour changer son quotidien. Cette thématique, elle a été pensée bien avant toute la crise qu'on a vécue et elle s'est révélée encore plus pertinente. Alors bien qu'elle ait reporté cette 3e édition, elle s'est révélée particulièrement pertinente avec le télétravail, l'explosion du digital qu'on a vécu ces derniers mois. Donc cette 3e édition a tapé en plein dans le mille, quoi. Donc c'était encore une réussite. Et sur tous les différents publics en plus. Exactement. L'objectif de Transfo, la manière dont il a été pensé, c'était un festival inclusif, collaboratif. L'objectif est d'embarquer vraiment tout le monde, tous les publics, à la fois les organisateurs qui peuvent être des entreprises ou des acteurs du numérique tels que des collectivités, tels que le O79, et pour un public qui soit aussi très très large, des professionnels également, mais des curieux, des seniors et aussi des jeunes. Bref, c'est vraiment c'est un festival collaboratif et inclusif, ce sont ces 2 valeurs les plus fortes. Donc oui, voilà. Et puis les jeunes, on en parle aussi cette semaine, David, avec la Semaine nationale des missions locales aussi, qui se chevauche avec la semaine de Transfo. La Semaine nationale des missions locales, c'est la 4e année qu'elle a lieu. Cette année, la thématique, c'était tous éco-responsables, d'où l'écho au festival Transfo. Pourquoi la Semaine nationale des missions locales est un événement important pour le réseau des missions locales? Écoute, c'est en effet la 5e année aujourd'hui. C'est un moment fort pour le réseau des missions locales parce que ça permet vraiment d'avoir un écho sur qui on est, sur ce que les missions locales font, notamment à la destination des jeunes de 16-25 ans.
Donc c'est un moment sur lequel il y a une vraie unité en termes d'action avec cette thématique-là qui a du sens aussi en direction des publics. Donc les missions locales, c'est 440 missions locales, c'est aussi important en France en tout cas d'avoir un peu une idée de ce réseau-là. Donc c'est vraiment un objectif important sur lequel nous on s'associe à la mission locale de Chambéry depuis maintenant, c'est la 5e année, sur lequel on fait à chaque fois des événements pour présenter qui on est, pour justement que les jeunes aujourd'hui puissent se tourner autour de cette thématique de l'éco-responsabilité, vraiment au travers de la mission locale. Et qu'est-ce qu'on a pu découvrir dans cette semaine des missions locales? C'était quoi le programme un peu? Il est très divers. Pour le coup, on a travaillé sur l'éco-responsabilité. À la fois, ça avait du sens, notamment après la période qu'on a vécue liée au Covid. Il y avait besoin de redonner du sens, donner aussi des perspectives un petit peu d'avenir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a bien évidemment la dimension éco-responsabilité sur tout ce qui est éco-construction, sur tout ce qui est écologie. Ça a du sens, ça parle vraiment à cette jeunesse qui est vraiment aujourd'hui sensibilisée à ces questions-là. Et puis aussi, donc on a eu un café métier aussi autour de les métiers verts. Les métiers verts, tout à fait. On a aussi une action où là, on associe à la fois l'emploi, puisqu'on va amener des jeunes à la CAPEB et y aller en vélo. Donc c'est aussi ces outils un peu nouveaux dans les déplacements doux, et c'est aussi les orienter un peu sur ces thématiques-là. Et puis sur la question aussi de l'éco-consommation. Donc c'est aussi cette prise de conscience, ça fait le lien aussi avec cette semaine autour de la question de tout ce qui est le numérique pour la planète. Donc il y a un vrai enjeu aussi aujourd'hui de les sensibiliser sur cette question-là. Donc voilà, on a eu plusieurs actions qui ont eu une vraie réussite, bien évidemment, en termes d'implication à la fois des publics et aussi de l'équipe de la mission locale. Bon, très bien. Merci à tous les deux et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine. L'année prochaine, pas de souci. Avec toi, sans problème. Salut. Et bien voilà, ce deuxième épisode touche à sa fin. Le temps pour moi de remercier les différentes personnes ayant participé à cette émission. Ghislain, Rose, Christine, nos deux super alternantes Eve et Mégane. Fabien Guichardant, de chercheur d'images, était une nouvelle fois à la réalisation de ce deuxième épisode. Je vous dis à très bientôt sur les internets, ou au 79 bien sûr. Salut!